Sous le soleil du Sahel, un agriculteur s'agenouille près d'un drone qui bourdonne comme une promesse silencieuse. Il y a peu, ce même champ n'était qu'une terre craquelée, brûlée par la sécheresse et la dépendance à l'aide étrangère. Aujourd'hui, deux chiffres résument un basculement. 600 millions de dollars pour 60 000 hectares d'espoir irrigués. Le Burkina Faso tente de transformer la survie en souveraineté. Et au centre de cette renaissance, un nom revient comme un refrain. Ibrahim Traoré. Ce champ connecté pourrait-il redéfinir la place de l'Afrique dans le monde? Ce n'est pas une réforme agricole ordinaire, mais un tournant historique pour tout un continent. Derrière chaque hectare irrigué se cache un enjeu plus vaste: reprendre le contrôle de sa propre subsistance. Le plan de 600 millions de dollars porté par Ibrahim Traoré promet de nourrir le Burkina Faso tout en rompant avec la dépendance chronique envers l'aide étrangère. L'objectif est assez clair: transformer la survie en souveraineté. 60 000 hectares. 1000 hectares de terres intelligentes, 2000 drones fabriqués localement, des capteurs de sol connectés. La technologie devient désormais le langage de la dignité. Pourtant, cette ambition dérange. Les anciens bailleurs redoutent de perdre leur influence. Certains analystes parlent même d'utopie techno-nationale. Mais pour les Burkinabés, c'est une renaissance psychologique, la foi en leurs propres outils. Ce projet, s'il réussit, pourrait redéfinir la manière dont le monde perçoit le pouvoir. Car au-delà des chiffres, il porte une conviction: le progrès n'a de sens que s'il appartient à ceux qui le construisent. La révélation n'est pas venue d'une révolte, mais d'un document administratif. Au début de 2025, le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso a publié un plan de 42 pages, intitulé « Initiative pour la souveraineté verte ». Derrière son ton technique, un changement d'air, le pays décidait de réorienter 600 millions de dollars provenant de contrats étrangers vers la technologie nationale, la production locale et la formation. C'était le premier signal fort de la stratégie d'Ibrahim Traoré: décoloniser l'agriculture en décolonisant le progrès. Le programme reposait sur 4 piliers. Le premier, l'indépendance hydrique, avec plus de 60 000 hectares convertis en champs intelligents reliés à des capteurs solaires et des réseaux d'irrigation pilotés par IA. Le second, la mécanisation citoyenne, via 2000 drones agricoles construits dans une zone industrielle proche de Koudougou, capables de pulvériser des engrais organiques issus de ressources locales. Le troisième, l'éducation rurale, en créant 45 000 emplois techniques et de maintenance pour une génération longtemps considérée comme non qualifiée. Le quatrième, la souveraineté régionale, en reliant le Burkina Faso, le Niger et le Mali dans un triangle de coopération numérique. Pour la première fois, les semences, les données et les logiciels parlent et montent la même langue, celle de l'Afrique. Dans les médias occidentaux, on parlait de paris impossible. À Ouagadougou, on parlait de dignité retrouvée. Ibrahim Traoré n'y voyait pas une rupture avec le monde, mais la fin d'un consentement forcé. Cette mini-révélation fit l'effet d'un séisme politique. Les journaux étrangers y lurent une menace, tandis que les paysans y virent une promesse simple: ne plus attendre qu'on les sauve. Ce contraste entre méfiance extérieure et confiance intérieure marqua le véritable point de départ du mouvement. Dans un petit village près de Bobo-Dioulasso, un homme incarne cette mutation silencieuse. Yacouba, 63 ans, n'avait jamais tenu un smartphone avant l'an dernier. Aujourd'hui, avec l'aide de son petit-fils, il pilote un drone depuis une tablette solaire. Ses récoltes ont triplé en une saison. Lorsqu'on lui demande ce qui a changé, il sourit. « J'ai cessé d'attendre que l'Occident me sauve. » Derrière cette phrase simple se cache l'essence du projet d'Ibrahim Traoré: rendre à chaque citoyen le pouvoir de produire, non de dépendre. Les effets concrets se multiplient. Dans les provinces du Nord, les coopératives de jeunes techniciens entretiennent les capteurs et réparent les microvannes.
À l'Est, des écoles d'agrotechnologie enseignent aux enfants à coder les horaires d'irrigation. Loin d'un slogan politique, la messe main africaine devient une compétence tangible. La technologie, autrefois importée, prend désormais l'accent local. Mais cette effervescence n'efface pas les tensions. Certains agriculteurs redoutent que les promesses de mécanisation creusent les inégalités entre zones connectées et zones reculées. D'autres craignent que la dépendance numérique remplace la dépendance financière. Pourtant, la plupart partagent un sentiment inédit, celui de participer à une cause nationale. La fierté se cultive comme un champ, lentement mais profondément. Et dans chaque sillon de terre humide, on lit la même conviction. L'avenir du Burkina Faso n'est plus écrit ailleurs. Tout commença par un discours. Un matin d'avril 2025, Ibrahim Traoré prit la parole devant l'Assemblée nationale, non pas en uniforme, mais en chemise, les manches retroussées. Son ton était calme, presque professoral. Pendant 50 ans, on nous a dit que l'Afrique devait manger ce que d'autres plantaient. Aujourd'hui, nous plantons la vérité. Ces mots déclenchèrent une onde dans tout le pays. Les radios locales interrompirent leur programme pour rediffuser le discours, et les réseaux sociaux burkinabés s'embrasèrent. Dans les jours qui suivirent, les premiers drones furent livrés aux coopératives rurales. Le gouvernement annonça le lancement des 40 premiers champs intelligents, des zones pilotes supervisées par des ingénieurs formés à Ouagadougou et à Moscou. Dans chaque province, des jeunes techniciens furent recrutés pour calibrer les systèmes d'irrigation solaire. Les images de fermiers utilisant des tablettes firent le tour du monde, symbole inattendu d'un continent en pleine mutation. Puis vint la réaction étrangère. En moins de 72 heures, les grands titres de la presse occidentale s'emparèrent du sujet. Le Financial Times parla d'une « expérience populiste à haut risque ». Reuters évoqua une « fracture potentielle » dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Dans les chancelleries, on craignait qu'un précédent ne soit créé. Si le Burkina Faso réussissait, d'autres nations suivraient. Les marchés agricoles s'agitèrent. Les contrats furent réévalués. L'empire discret de l'aide venait de vaciller. À l'intérieur du pays, c'était l'euphorie. Les places publiques se remplirent. Les enfants peignaient des silhouettes de drones sur des cartons recyclés. Le projet devenait symbole d'unité. Pour la première fois depuis des décennies, les Burkinabés se reconnaissaient dans une politique. Ibrahim Traoré, dans une serre improvisée, remercia les paysans. « Nous ne rejetons pas le monde, nous rejetons la faiblesse ». Cette phrase devint un refrain national, scandé dans les marchés comme dans les salles de classe. L'onde de choc s'étendit aux pays voisins. Le Mali et le Niger saluèrent l'audace burkinabé et proposèrent des coopérations techniques. Les analystes africains parlèrent d'une rébellion pacifique, menée non par des armes, mais par des logiciels et des pompes d'irrigation. L'Afrique découvrait une nouvelle forme de pouvoir, celle de se nourrir elle-même. Ainsi se dessinait le cœur de la transformation. Un peuple qui, après des décennies de dépendance, commençait à se nourrir de son propre travail. Les chiffres parlent plus fort que les discours. 6 mois après le lancement officiel du programme, les premières données consolidées sont tombées, confirmant la portée réelle du projet. Selon le ministère de l'Agriculture, les importations alimentaires du Burkina Faso ont chuté de 18% entre avril et septembre 2025. Une baisse mesurée, mais inédite. En parallèle, le rendement moyen des cultures céréalières a augmenté de 42% dans les zones pilotes, principalement grâce à la précision de l'irrigation automatisée et à l'usage d'engrais biologiques locaux. Enfin, le revenu rural par ménage a progressé de 27%, première hausse significative depuis une décennie. Ces 3 indicateurs, importation, rendement, revenus, dessinent la courbe d'une révolution silencieuse. Chaque point de pourcentage se traduit par des milliers de foyers sortis de la dépendance. Le delta entre avant et après le programme révèle une logique simple. La souveraineté économique commence là où s'arrête l'attente. Les équipes d'Ibrahim Traoré ont conçu un système de suivi en temps réel.
Les drones mesurent l'humidité, les stations solaires collectent des données, et un réseau d'intelligence artificielle locale compile les tendances régionales. Contrairement aux modèles importés, cette base de données appartient entièrement à l'État burkinabé. Les serveurs hébergés à Ouagadougou permettent d'ajuster les cycles de culture sans dépendre d'expertise étrangère. Sur le terrain, les transformations sont visibles. Dans la province du Houé, un agriculteur rapporte qu'il récolte désormais en 10 semaines ce qu'il cultivait en 16. Dans le plateau central, les coopératives féminines ont réduit de moitié leur consommation d'eau grâce aux capteurs intelligents. Ces témoignages, ajoutés aux chiffres, composent une réalité mesurable. La technologie locale fonctionne. Mais le succès technique ne suffit pas. Les économistes soulignent que le véritable défi sera de maintenir la cadence. La dépendance aux subventions internationales s'érode et chaque avancée économique modifie les rapports de force. Dans les couloirs diplomatiques, cette autonomie nouvelle est observée avec prudence. Ibrahim Traoré l'assume. Ce que nous appelons progrès n'est pas une exception africaine. C'est le retour à la normalité. Ainsi, la révolution verte burkinabé ne se définit pas par la grandeur des chiffres, mais par leur provenance. Pour la première fois, les données du progrès sont produites par ceux qui en vivent les effets. Et dans ce glissement statistique se cache la promesse la plus précieuse. L'Afrique n'a plus besoin qu'on la mesure. Elle se mesure elle-même. La réussite du programme agricole burkinabé divise profondément les observateurs. Deux visions s'affrontent, presque symétriques. Pour les partisans d'Ibrahim Traoré, la stratégie du produire local incarne un modèle reproductible. En internalisant la technologie, en formant ses ingénieurs et en connectant les fermes à des réseaux autonomes, le Burkina Faso montre qu'un pays africain peut briser le cycle de dépendance sans rompre avec le monde. La baisse des importations, la montée des revenus ruraux et la multiplication des emplois qualifiés prouveraient que l'autonomie n'est pas une utopie. Ils y voient un retour à la dignité, un rééquilibrage des échanges mondiaux. Ces détracteurs, eux, redoutent l'effet inverse. Sans contrôle externe, disent-ils, la corruption pourrait s'infiltrer dans la chaîne de distribution. La centralisation des financements ferait peser un risque de dérive autoritaire. Certains analystes occidentaux évoquent même un populisme technologique, une illusion d'efficacité soutenue par le charisme d'un leader plus que par la solidité institutionnelle. Et que se passera-t-il lorsque les machines vieilliront, que les pièces de rechange manqueront? L'autonomie, préviennent-ils, pourrait se muer en isolement. La vérité se situe sans doute entre les deux. Ibrahim Traoré ne prétend pas bâtir un miracle, mais un précédent. Il sait que la souveraineté ne se décrète pas, elle s'apprend. La transparence des données, la formation locale et la coopération régionale sont autant de garde-fous intégrés au plan. L'Afrique ne se ferme pas au monde, elle négocie enfin d'égal à égal. Ce débat, vif mais constructif, signe la maturité d'une nation qui débat de son avenir sans attendre l'approbation d'autrui. Car dans le choc des idées naît la forme la plus pure d'indépendance, celle de la pensée. Le silence se fissure. En moins d'1 an, ce qui n'était qu'un projet agricole est devenu un manifeste politique. Dans les rues de Ouagadougou, les murs se couvrent de fresques représentant des drones, symbole d'un nouvel orgueil africain. Le message est clair. L'indépendance ne se mendie plus, elle se construit. Ibrahim Traoré comprend que la bataille la plus difficile ne se joue pas dans les champs, mais dans les esprits. Au même moment, les réactions internationales se durcissent. Des bailleurs occidentaux suspendent des projets secondaires, craignant une contagion idéologique. Mais à chaque avertissement extérieur répond une adhésion intérieure. Les marchés, les écoles et même les mosquées deviennent des espaces de débat sur la souveraineté.
Ce qui commençait comme un plan économique se transforme en mouvement culturel. Les observateurs s'accordent. Quelque chose d'irréversible s'est enclenché. Ce n'est plus seulement le Burkina Faso qui change, c'est la définition même de la dépendance. Quand un peuple cesse d'attendre la permission d'exister, il devient imprévisible, et donc libre. Les effets de la révolution agricole se font sentir à tous les niveaux de la société burkinabé. 4 groupes en incarnent la transformation. Les agriculteurs, les entrepreneurs, les jeunes diplômés et les voisins régionaux. Les agriculteurs, expliquons-le à travers un exemple. Dans les campagnes, les coopératives locales ont vu leur production croître de 40% en moins d'un an. Les outils numériques, auparavant perçus comme gadgets étrangers, sont devenus des compagnons quotidiens. Les drones pulvérisent les champs avec une précision millimétrique, tandis que les capteurs solaires ajustent l'irrigation en temps réel. Pour beaucoup, la fatigue du labeur a laissé place à la fierté d'un savoir maîtrisé. Le sol nous répond enfin, confie un paysan. Derrière cette phrase, on lit la philosophie d'Ibrahim Traoré, restaurer le dialogue entre la terre et ceux qui la cultivent. Les entrepreneurs, expliquons-le à travers un exemple. Autour des pôles industriels émergent de nouveaux ateliers de maintenance et de conception. Des ingénieurs revenus de la diaspora créent leur propre start-up d'agrotechnologie. L'économie locale se diversifie, réduisant la dépendance au marché extérieur. En 18 mois, plus de 2000 petites entreprises ont vu le jour, produisant pièces détachées, logiciels d'analyse et compost biologique. Là où jadis régnaient les entrepôts d'importation, se dressent désormais des laboratoires. Les jeunes diplômés, expliquons-le à travers un exemple. Le changement le plus profond est psychologique. Dans les universités, les filières agricoles sont redevenues attractives. Les étudiants n'y voient plus un refuge de dernière option, mais une voie d'avenir. Les écoles techniques d'agro-innovation, soutenues par l'État, affichent un taux d'inscription en hausse de 60%. Les enseignants parlent d'une réconciliation entre science et dignité. La phrase d'un adolescent devenu virale sur les réseaux résume cet élan. Je veux être ingénieur, pas travailleur humanitaire. Les voisins régionaux, expliquons-le à travers un exemple. L'impact dépasse les frontières. Le Mali et le Niger ont signé des protocoles d'accord pour mutualiser leurs brevets et leur formation. Au Bénin, la production d'engrais biologiques locaux a bondi de 15% après des partenariats pilotes. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, on parle désormais de modèle burkinabé. Pour la première fois, un pays enclavé inspire ses voisins par sa méthode plutôt que par sa misère. Ces 4 visages du changement convergent vers une même idée. L'indépendance n'est pas un rêve abstrait, mais une chaîne de décisions concrètes. Et au cœur de cette chaîne, Ibrahim Traoré agit moins comme un chef d'État que comme un architecte de destin collectif. Le Burkina Faso consolide ses acquis sans rupture majeure. Les coopératives continuent d'étendre leur surface irriguée, tandis que le gouvernement affine les mécanismes de contrôle et de transparence. Les rendements agricoles se stabilisent autour de plus de 35%, confirmant la viabilité du modèle. Les tensions diplomatiques persistent, mais les acteurs internationaux s'adaptent, négociant des partenariats d'égal à égal. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré parvient à transformer son élan politique en structure durable, un ministère de la souveraineté alimentaire doté de prérogatives régionales. L'effet d'entraînement dépasse toutes les prévisions. L'alliance agricole entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali évolue en une plateforme commune de production et de données climatiques. Des pays comme le Ghana et le Togo rejoignent l'initiative, accélérant la création d'un marché ouest-africain de la technologie agricole. Les exportations régionales augmentent. Les financements internes remplacent progressivement les aides extérieures. Le Sahel, longtemps perçu comme une zone de crise, devient un laboratoire de résilience. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme celle d'un rénovateur continental,
articulant fierté et pragmatisme. Les pressions extérieures s'intensifient, les créanciers occidentaux suspendent certains prêts, les flux commerciaux ralentissent et les entreprises locales peinent à maintenir leur production faute de pièces importées. Les médias étrangers décrivent alors le pays comme replié sur lui-même. Le risque principal, une fatigue sociale due à la lenteur des résultats visibles. Si la logistique flanche, la population pourrait perdre confiance. Quel que soit le scénario, une condition demeure, maintenir la cohésion interne. Le succès du programme dépend moins des chiffres que de la patience collective. L'autonomie ne se décrète pas, elle se cultive, répète Ibrahim Traoré. La souveraineté, comme la terre, demande du soin, de la constance et de la mémoire. Dans les villages du Sahel, la transformation dépasse les chiffres et les bilans officiels. On la lit dans les regards. Là où l'attente dominait, c'est désormais l'action qui rythme les journées. Des femmes enregistrent les données de récolte sur des tablettes solaires. Des enfants apprennent à calibrer des drones avant même de tracer des cartes. Ce n'est plus une simple modernisation, c'est une réconciliation avec la fierté. Dans les écoles, les enseignants racontent Ibrahim Traoré non comme un héros lointain, mais comme un symbole de continuité. Il nous a rappelé que la dignité ne s'importe pas, dit une institutrice. Pour les jeunes citadins, le mot souveraineté prend un sens concret. Choisir, créer, réparer, transmettre. La politique devient visible, presque palpable. 3 groupes ressentent cette onde avec force. Les familles rurales, qui voient leurs enfants rester au pays plutôt que d'émigrer. Les jeunes diplômés, qui trouvent enfin un emploi utile et reconnu. Les anciens, témoins d'une promesse longtemps trahie, qui redécouvrent la fierté d'avoir semé avant de récolter. Ce changement ne se mesure pas seulement en tonnes de maïs ou en hectares irrigués. Il se mesure en confiance retrouvée. Et dans ce souffle collectif, le Burkina Faso rappelle une vérité simple. L'indépendance la plus forte est celle qui pousse dans le cœur avant de pousser dans les champs. La transition vers une souveraineté agricole complète exige plus qu'un élan patriotique. Elle requiert une méthode. Autour d'Ibrahim Traoré, un plan opérationnel se dessine, articulé en 5 étapes précises qui lient volonté politique et exécution technique. Pour commencer, il est essentiel de décentraliser les décisions afin d'adapter les outils aux réalités locales. Chaque région doit disposer d'un comité local d'agrotechnologie capable d'adapter les outils aux réalités du terrain. Cette autonomie de gestion garantit la durabilité du modèle. Ensuite, il faut former les formateurs pour que le savoir circule et reste national. Les ingénieurs burkinabés formés à l'étranger deviennent mentors dans les centres ruraux. Le savoir-faire reste national, même lorsque l'expertise se mondialise. Il est aussi nécessaire de sécuriser les infrastructures numériques pour protéger les données agricoles. Les données agricoles, hébergées à Ouagadougou, doivent être protégées contre les dépendances externes. Un partenariat avec les universités locales crée une filière de cybersécurité agricole, première du genre en Afrique de l'Ouest. Puis, la coopération régionale doit être intégrée afin de créer un réseau solidaire et partagé. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso mettent en place un guichet commun de brevets agricoles et de financement partagé. Ce réseau transforme la souveraineté nationale en levier collectif. Enfin, il faut mesurer pour progresser car la souveraineté se construit dans le temps et l'apprentissage. Des indicateurs mensuels, rendement, coût, emploi, consommation d'eau, permettent un ajustement continu. La souveraineté n'est pas une destination, mais un processus d'apprentissage. Ibrahim Traoré résume ainsi sa vision. Nous ne construisons pas une forteresse, mais un atelier. L'Afrique n'a pas besoin de murs, elle a besoin d'outils. Ce plan, à la fois pragmatique et symbolique, montre que la liberté la plus stable est celle qui se chiffre et se partage.
Dans une école du plateau central, une fillette de 12 ans fait décoller un petit drone au-dessus d'un champ d'arachides. Sa voix tremble à peine lorsqu'elle dit à la caméra « Je veux devenir ingénieure, pas travailleuse humanitaire ». Cette phrase, reprise des milliers de fois, est devenue l'âme du projet d'Ibrahim Traoré. Elle ramène à la surface le cœur de cette révolution, le droit de rêver avec ses propres moyens. Les champs du Sahel ne sont plus des terres d'attente, mais des laboratoires d'avenir. Les mains burkinabais, autrefois tendues vers l'aide, se tournent désormais vers la création. La ferme est devenue une salle de classe, et la dignité, une récolte. Au crépuscule, le bourdonnement des drones se mêle au vent, rappelant le murmure du début. Sous le même soleil, la promesse tient toujours. Le vrai pouvoir ne s'achète pas, il se cultive, comme la foi d'un peuple qui décide de se nourrir seul. Le monde observe, souvent en silence, ce qu'un petit pays enclavé a osé entreprendre. Le Burkina Faso ne demande plus la permission d'exister. Il redéfinit ce que signifie grandir par soi-même. Ibrahim Traoré n'a pas lancé une simple réforme, mais une conversation avec l'histoire, celle de l'Afrique et de son rapport au progrès. Car cette histoire dépasse ses frontières. Elle parle à quiconque a connu la dépendance, la fatigue d'attendre qu'un autre décide. Chaque graine plantée là-bas devient une question pour nous. Que ferions-nous si nous possédions enfin nos propres outils? Si cette vision vous inspire, partagez-la, discutez-en, interrogez-la. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est un dialogue. Et chaque mot échangé, chaque regard curieux, prolonge ce souffle venu du Sahel. Le monde change souvent sans bruit. Cette fois, le bruit, c'est celui des drones qui labourent la terre et des consciences qui s'éveillent.